Le Conseil régional de l'environnement de la Naudière, qu'on appelle communément le CREL, on est un organisme de concertation et de consultation en environnement. Donc, un organisme de concertation, ça veut dire qu'on travaille en collaboration avec les acteurs du milieu pour trouver des solutions quand il y a des enjeux environnementaux qui touchent notre région. Mais c'est aussi d'influencer pour amener des bonnes pratiques au sein des municipalités, des entreprises, des institutions et de la population en général. Un organisme de consultation, parce qu'on se veut la référence régionale en environnement. On a une connaissance fine de notre territoire et des enjeux environnementaux qui le touchent l'ensemble du Québec. Aussi, on fait partie du regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec. Dans la partie consultation, on va aussi émettre des avis et des mémoires. Donc, quand c'est un enjeu qui touche la région de la Naudière, ça va être le CREL, mais il peut arriver un enjeu national. Bien, il arrive souvent des enjeux nationaux où on va faire un travail d'équipe, les CRE ensemble ou différents CRE ensemble pour se prononcer et mettre des recommandations. Au CREL aussi, on va défendre le droit du citoyen à un environnement sain. Mais on le fait surtout, et c'est ce que j'aime le plus de notre mission, on le fait en mode solution. On veut donner aux gens des moyens d'agir, des moyens concrets. Pour savoir où il faut agir, bien, il faut savoir, ils viennent d'où principalement nos émissions de gaz à effet de serre. Après, je vais parler des impacts, mais comment ils touchent notre région ici dans la Naudière et comment ils vont toucher notre région. Donc, les transports, c'est vraiment le plus grand émetteur de gaz à effet de serre. Ça inclut les transports des individus et le transport des marchandises. Ça comprend juste les transports dans le Québec. Donc, quand on achète des trucs qui viennent de la Chine, ce n'est pas comptabilisé dans ce tableau-là. 30% vient de l'industrie. Donc, les biens qu'on consomme, on retrouve le problème de surconsommation. Bon, on le voit un peu dans industrie, transport, puis aussi dans déchets, parce qu'après ça, quand on achète suremballé ou qu'on doit jeter un objet qui est plus bon, bien, en fait, la gestion des déchets, c'est plutôt la matière organique, mais ça reste une problématique environnementale, je vais l'expliquer tantôt, qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. Chauffage des bâtiments, agriculture, à peu près 10% chacun. C'est au Québec, mais c'est très semblable pour la région de la Naudière. Si on regarde le secteur des transports, depuis 1990 jusqu'à 2014, ce qui a augmenté beaucoup en proportion, c'est le transport des marchandises. Et heureusement, on a gagné beaucoup en efficacité. Les gens achètent de plus en plus de véhicules qui sont autonomes en essence. Mais en même temps qu'on fait ça, il y a de plus en plus de gens qui achètent des véhicules utilitaires sport. Donc, ça vient annuler les gains qu'on fait avec les voitures économes en essence. Au niveau du secteur industriel, les secteurs qui pourraient toucher la Naudière, on a une usine de pâte et papier. C'est sûr que ce qui est intéressant, c'est que 100% des boues sont compostés, sont valorisés. Donc, on évite des émissions de gaz à effet de serre à ce niveau-là. Donc, sinon, c'est l'énergie utilisée pour produire le papier. On a des cimenteries, ça rentre dans la catégorie métaux ferreux. C'est des grands émetteurs de gaz à effet de serre. Il y a des efforts qui sont faits quand même pour réduire l'impact, mais ça reste un secteur qui émet beaucoup de gaz à effet de serre. On a quand même beaucoup de manufactures, de la construction, de la foresterie dans notre région. Au niveau de l'agriculture, pour comprendre un peu d'où viennent les émissions de gaz à effet de serre en agriculture, c'est principalement la fermentation entérique. Ça, c'est la digestion des animaux qui émettent du méthane. Les animaux qui en émettent le plus, c'est les ruminants. Donc, les vaches se situent au top. Donc, c'est pour ça que si on parle de réduire sa consommation de viande, on vient agir dans ce secteur-là. La gestion du fumier, c'est beaucoup les fumiers qui sont mal aérés, qui vont émettre davantage de gaz à effet de serre. Gestion des sols, c'est surtout le chaulage, quand on met de la chaux pour corriger des problèmes d'acidité, mais il y a aussi les engrais carbonés et quand on applique de l'urée dans les champs. Au niveau des engrais, c'est les engrais azotés, donc principalement les engrais chimiques.
Si on regarde un peu notre système agricole, qui est un mode de grande monoculture de maïs-soya, qui servent principalement à nourrir le bétail, bien, je pense qu'on a quand même un portrait que, au niveau de l'agriculture, c'est surtout ce système-là qui engendre beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Gestion des matières résiduelles. OK, quand on recycle, on va réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le sens qu'on va économiser de l'énergie. Ça prend beaucoup moins d'énergie recycler du papier que d'aller couper des arbres, les transporter et faire du papier avec ça. Donc, on dit que 1 tonne de matière recyclée va épargner 2 tonnes de gaz à effet de serre. Ce graphique-là, il n'inclut pas ça. Ce graphique-là, c'est les émissions qui sont liées au traitement des déchets. Donc, principalement, c'est la matière organique qui se décompose dans les sites d'enfouissement en l'absence d'air qui émettent beaucoup de méthane. Quand on composte, c'est surtout le CO2 qui a été absorbé par la plante et qui retourne dans l'atmosphère. Quand la matière organique se décompose sans air, ça produit du méthane, qui est un gaz à effet de serre de 21 à 24 fois plus puissant que le CO2. Ça dépend des sources pour... si c'est 21 ou 25, là? 36 maintenant. 34 ou 36? Ça a changé récemment. Ça a changé récemment? Bon, merci. 86 fois plus que le CO2 sur 100 ans. Le méthane? Sur 20 ans, c'est 86 fois plus. Sur 100 ans, c'est 34. Ah, OK. Bon. Ben, voilà, on a des données encore plus précises sur la question. Donc, quand le bac brun arrive dans votre municipalité, ben, c'est important de participer. Ça a diminué beaucoup quand même depuis qu'il y a des sites d'enfouissement qui captent le biogaz, mais on crée quand même des biogaz qu'on pourrait éviter en compostant. Là, si le modèle climatique, ça c'est des données de 2012, si le meilleur scénario possible, c'est que on fait tellement d'efforts que l'augmentation est juste de 1 degré Celsius, puis que le pire scénario, c'est 4 degrés Celsius pour la planète. Dans le sud du Québec, le scénario, c'est plutôt 3 à 7 degrés. Donc, la température augmente dans notre région 2 fois plus vite que dans le reste du monde. Donc, si on respecte l'accord de Paris et globalement, on atteint l'objectif de pas plus de 2 degrés Celsius dans le sud du Québec ou dans la région de la Naudière, c'est à peu près 3 à 4 degrés Celsius l'augmentation de température qu'on va avoir. Les impacts ressentis l'été, l'automne, l'hiver. Donc, on va vivre des périodes où, par exemple, l'été, on va avoir des sécheresses, pas beaucoup d'eau. Les conséquences, plus de feux de forêt, des menaces sur les récoltes, des municipalités qui peuvent manquer d'eau. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé des municipalités qui ont failli manquer d'eau pendant des canicules. Donc, c'est déjà une préoccupation qui est présente. Mais aussi, ça réduit la qualité de l'eau. Donc, elle va être plus chère et plus difficile à traiter. Donc, ça va affecter l'agriculture, la foresterie, les industries, le tourisme. Sur l'agriculture, il va y avoir du positif. Oui, des saisons plus longues, de meilleures températures. On peut introduire de nouvelles variétés, faire du meilleur vin, planter des espèces plus au nord. Pour les projets de serre, ben, c'est génial, on va économiser de l'énergie, mais il y a beaucoup plus de désavantages que d'avantages. On a les insectes exotiques envahissants, les espèces exotiques envahissantes qui montent de plus en plus vers le nord, des insectes ravageurs, des maladies qui s'en viennent chez nous, qui n'étaient pas là avant et qui vont affecter les cultures. Et quand je vois ça, moi, je pense, OK, encore plus de pesticides. Événements climatiques extrêmes qui peuvent endommager les végétaux. Aussi, il y a des hivers où on va avoir plus de neige, d'autres moins. Donc, quand il y a moins de neige, la neige, elle crée un isolant puis elle protège certaines cultures. Donc, certaines cultures pourraient être endommagées à cause du risque de gel au sol. Et forte probabilité de stress hydrique. Donc, ces extrêmes-là. Quand il y a une sécheresse, bon, on comprend que c'est difficile pour les plantes, donc pour l'agriculture, mais les périodes d'inondation aussi vont causer de l'érosion, encore plus de pertes de sol arable pour les agriculteurs. Donc, c'est des sous, ça aussi, le sol qu'on a pour cultiver de la nourriture. La sériculture, c'est un secteur économique important dans notre région. Bien, on va vivre des coulées devancées.
il va avoir les coulées vont avoir des durées plus variables, puis il va même avoir de plus en plus d'années sans couler. Dans la Naudière, ici, on commence déjà à donner des permis pour développer des érablières plus au nord, parce qu'on sait que ça va devenir profitable. On monte la distribution vers le nord pour ce secteur économique-là. La foresterie, c'est les mêmes impacts sensiblement que l'agriculture, sauf qu'on ajoute les feux de forêt. Mêmes avantages aussi. Ça, c'est quand même percutant. On s'attend à ce que l'aire de répartition d'une centaine d'espèces, finalement, monte vers le nord, entre 45 et 70 km par décennie. Les impacts sur le tourisme, la saison hivernale plus courte, des conditions moins bonnes certaines années. Par contre, il y a des avantages, la saison peut être allongée, mais les coûts liés au changement climatique vont dépasser les avantages qu'on peut avoir pour le tourisme. Je vous donne un exemple. Cette année, le Parc national du Mont-Tremblant a rallongé de 2 semaines les dates d'hébergement pour des chalets qui, normalement, ferment 2 semaines plus tôt pour les protéger du gel. Donc, il y a un avantage. On va chercher des locations d'hébergement plus longtemps. Sauf que cette même année-là, il y a eu 2 ou 3 vraiment grosses tempêtes avec des gros coups d'eau qui ont été obligés d'investir beaucoup de sous pour réparer des chemins qui étaient tout défaits à cause des coups d'eau, des routes barrées parce que les arbres tombaient en plein milieu du chemin, les campeurs sont pris en plein milieu sans pouvoir se déplacer dans le parc. Donc ça, c'est des impacts économiques qui sont plus importants que le gain de rallonger 2 semaines la saison de certains chalets. Les infrastructures, gel-dégel, ça va abîmer nos routes. Il faut déjà penser construire nos routes pour qu'ils résistent au changement climatique. Je n'embarquerai pas trop dans l'adaptation parce que c'est comme un autre volet, puis on n'a pas beaucoup de temps, mais il faut déjà penser à s'adapter au changement climatique. Plus d'orniérage, l'érosion, glissement de terrain. Donc, c'est des coûts énormes, ça, pour les municipalités, puis pour les gouvernements. Donc, ça va se retrouver dans nos taxes. La hausse des niveaux d'eau, plus de refoulement d'égouts qui peuvent causer des problèmes, des inondations dans les maisons, plus de surverse. Ça a fait un gros scandale, une année que Montréal a dû faire une grosse surverse. Ça, c'est quand le système d'épuration il n'est pas capable de fournir, à cause des pluies, il est obligé de déverser directement de l'eau non traitée dans nos cours d'eau. Donc ça va arriver de plus en plus souvent. Et que dire des inondations? On l'a vécu il y a 2 ans. Bien, c'est un genre d'événement qui va arriver plus souvent et qui va être plus intense quand ça arrive à l'occasion qu'auparavant. Les impacts sur la santé. Donc, on va vivre de plus en plus de canicules. Dans la Naudière, il y en a des îlots de chaleur, principalement à Terrebonne, Mascouche, Repentigny, ces coins-là. On a aussi du smog. Et ce qui est important de savoir, c'est que les problèmes de qualité de l'air, en fait, l'effet de la pollution de l'air est accentué quand il fait très chaud. Donc, toutes les personnes qui ont des problèmes cardiaques ou des problèmes d'asthme, il va y avoir de plus en plus, les crises vont être plus fréquentes et plus intenses. Et là, ça c'est juste pour nommer ces 2-là. Le Dr. Reeves, il en nomme plusieurs autres. Je vais le lire parce que je ne peux pas les savoir tous par cœur, puis je ne les nomme même pas toutes. Ça, c'est les problèmes de santé qui vont être plus importants à cause des changements climatiques et la pollution de l'air. Bébé de petit poids, diabète de grossesse, obésité chez les enfants, retard de développement à l'école, mauvais cholestérol, emphysème, bronchite chronique, cancer, Parkinson, Alzheimer. Donc, quand on travaille pour lutter contre les changements climatiques, on ne le fait pas juste pour l'environnement, on le fait pour la qualité de vie et la santé des citoyens. Les enjeux prioritaires pour la Naudière. Donc, ce sur quoi on devrait s'attaquer en priorité, les modes de transport des Lanaudois. 80%, on se déplace pour aller travailler tout seul dans notre auto. 6% passagers, 3% transport collectif, 5% en
transport actif. Donc, si on veut s'attaquer à quelque chose là, on va aller travailler sur nos modes de transport. Et ça ne va pas en s'améliorant. L'étude de tantôt, c'était basé sur une étude qu'on a faite au CREL en 2013. On est quand même rendu à 2018. Mais si on regarde, l'augmentation des véhicules augmente 2 fois plus vite que le nombre d'habitants entre 2011 et 2016 pour le Grand Montréal. Les problèmes de congestion routière, tantôt on a abordé la pollution de l'air, les émissions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi un enjeu économique et de santé publique. En 2021, ça va coûter 1,5 milliard de dollars les problèmes de congestion pour la couronne nord de Montréal. On va perdre 50 millions d'heures dans le trafic en 2021. Et les retards vont avoir augmenté de 37 % par rapport à 2017. Et là, il y a aussi eu des sondages qui ont été faits. Ça, c'est des données qu'on a récoltées dans le cadre du Forum sur la mobilité durable à Laval en mai 2018, je pense que c'était en mai. 80 % des citoyens disent qu'ils sont affectés à cause de la congestion routière dans leur qualité de vie, leur santé, leur bien-être et leur sécurité. Même le milieu des affaires est insatisfait parce que le transport collectif n'est pas assez efficace et proche des citoyens et de leur entreprise. Ça cause des problèmes de recrutement de la main-d'œuvre, de productivité, tous les problèmes de santé, les retards au travail, etc. Donc, ça engendre des coûts énormes aussi pour les entreprises. Et là, il faut penser que dans la Naudière, on a la plus grande croissance démographique au Québec. Donc, de 2006 à 2031, nous, le taux augmente de 38 % alors qu'il est de 16 % au Québec. Donc, si on ne s'attaque pas dès maintenant à l'enjeu des transports pour mieux planifier nos villes et nos déplacements, bien, on va avoir des gros problèmes d'ici 2031 et plus encore. L'industrie, ça, c'est pour les procédés industriels. Donc, plus de la moitié de l'énergie utilisée pour ces procédés-là proviennent des énergies fossiles dans la Naudière. Au niveau du chauffage résidentiel, c'est quand même bien, on est presque tous à l'électricité, mais il y a quand même 11 % de chauffage au mazout dans nos maisons. Et pour le chauffage commercial et institutionnel, on est encore presque à la moitié en énergie fossile pour chauffer ces bâtiments-là. L'agriculture, bien, dans notre région, c'est super important. Ça occupe entre 30 et 60 % du territoire dans 5 de nos 6 MRC. Et si on regarde les activités les plus importantes en termes de revenus dans notre région, c'est principalement la volaille. Après ça, il y a le lait, les céréales, les oléagineux. C'est principalement nos grandes monocultures de maïs-soya qui servent à nourrir les productions laitières, la volaille. Ici, c'est le porc, on voit peut-être pas bien. Ça aussi, c'est quand même un émetteur de gaz à effet de serre au niveau du fumier. Mais on a quand même beaucoup de production de légumes et autres. C'est une caractéristique de notre région qui est super belle, c'est qu'on est très diversifié au niveau de l'agriculture. On a beaucoup à offrir. Gestion des matières résiduelles, bon, on devrait être super préoccupé par cette question-là parce qu'on a les 2 plus grands sites d'enfouissement au Québec dans notre région. Et non seulement ça, le 3e plus grand chevauche la Naudière et Laurentides. Et si on regarde nos taux de récupération des matières recyclables et organiques, ici, c'est des données pour les MRC hors CMM. Je ne les ai pas nommés pour ne pas créer de malaise. Mais, tu sais, je ne voulais pas faire de comparaison d'une MRC à l'autre. Là. Vraiment, l'idée, c'était de démontrer qu'en général, là, notre taux de récupération il est entre 50 et 66 %. On pourrait quand même faire mieux que ça. Au niveau de la matière organique, il faut penser que c'est des données de 2014, 2015, 2016 de nos plans de gestion des matières résiduelles. Là. Depuis, il y a beaucoup plus de municipalités qui ont accès à la collecte à 3 voies et au bac brun, communément. Donc, bien, à cette époque-là, le taux de récupération du compost variait entre 18 et 49 % pour ceux qui avaient la collecte des matières organiques. Les solutions gagnantes pour notre belle région.
Bonne nouvelle, au niveau de l'électrification des transports, on est champion. On a le plus haut taux de possession de voitures électriques par habitant au Québec. Mais on sait que ça ne peut pas être la seule solution. On reste encore seul dans notre voiture, ça ne règle pas les problèmes de congestion, puis les problèmes de qualité de vie, le stress, etc., que ça l'engendre. Il faut aussi miser très fort sur nos transports collectifs. Et pour le faire dans notre région, ça prend, là, il y a la MRC de Mataouini qui vient de faire une étude de déplacement, et là, ça serait vraiment intéressant que les autres MRC le fassent bientôt aussi, pour essayer d'avoir des études de déplacement qui vont mener sur des plans d'action, qui vont relier les MRC ensemble, puis peut-être les régions autour aussi, pour être vraiment efficaces, parce que les gens dans la Naudière, ils ne se déplacent pas juste dans leur MRC. Moi, j'habite dans la MRC de Dautriche, je viens travailler dans la MRC de Joliette. Il faut penser à ce déplacement-là. C'est le Centre de gestion des déplacements de l'Est de Montréal et de la Naudière qui a l'expertise, qui est mandaté par le ministère des Transports pour faire ce travail-là. Et pourquoi c'est important? Bien, c'est comme ça qu'on va bien cibler les besoins des gens. Si on veut répondre aux besoins, avoir un système de transport qui est efficace, qui répond à la demande, bien, il faut faire ce travail-là en amont. L'aménagement du territoire, c'est important de rendre le transport actif sécuritaire. Si on veut que les gens se déplacent à vélo, il faut qu'ils se sentent en sécurité. Principalement autour des écoles. Je crois que c'est des endroits où il faudrait commencer, où ça serait important, 2 km autour des écoles, où on s'adresse à cette question-là. En ville aussi, c'est plus facile souvent et plus rapide de se déplacer dans je parle des villes là, comme Joliette, Repentigny, les petites villes, on en a aussi. Bien, si le transport actif il est sécuritaire, les gens vont le prendre pour aller travailler. Ils vont peut-être même choisir d'habiter plus près de leur travail s'ils savent qu'ils peuvent se rendre au travail de façon sécuritaire à vélo. Les voies réservées, et là je précise, les routes existantes. Donc si on rajoute des routes, on amplifie le problème au lieu de le régler, c'est une sorte de gaspillage de fonds publics. On est mieux de prendre ces sous-là puis les mettre dans un aménagement du territoire qui est intelligent puis investir massivement dans les transports actifs et collectifs. Ici, on voit, c'est super intéressant. Tu sais, le visuel, il est simple. Regardez la capacité à l'heure de personnes qui circulent sur la voie de droite, où on fait des voies réservées. Puis ça, en passant, les voies réservées pour le covoiturage, par exemple, ça a démontré son efficacité en Ontario. C'est un incitatif. Si c'est plus rapide pour moi de faire du covoiturage ou du transport collectif pour me rendre au travail, bien, je vais le faire. Si c'est plus long, je ne vais pas le faire. Donc, il faut rendre, en éducation relative à l'environnement, on dit qu'il faut rendre le geste simple. Donc, ça, c'est une façon de le faire. Donc, il y a 3 fois plus de personnes à l'heure qui peuvent se déplacer, puis en plus, c'est plus beau. Densifier le territoire, ça va être important en banlieue est de Montréal, dans notre région, de densifier le territoire de façon intelligente, parce que c'est pas juste il faut aussi faut que ça soit pensé de façon à ce que le transport collectif soit proche, puis les différents services. Il faut réduire le besoin d'avoir un auto solo. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est plus d'argent dans nos poches. C'est au-dessus de 7 000 par année posséder une voiture. Donc, si moi, je sauvais ces 7 000 par année-là, j'investirais dans la culture, dans les loisirs, dans ma région. Donc, c'est un vecteur économique aussi de réduire les coûts. Si on est capable d'avoir une voiture par famille au lieu de 2, parce que notre ville ou notre municipalité est bien réfléchie. Et en plus, ça réduit les coûts de la majorité des services. Donc, c'est génial. Je vais vous parler des projets du CREL, OK? Oui, je profite un peu de la tribune que j'ai, mais c'est surtout parce que pour que nos projets fonctionnent bien, il faut qu'ils soient connus de la population. Il faut que les municipalités, les MRC, y aient le réflexe de penser à nous quand ils ont des questions, qu'ils ont besoin de conseils. Il faut que les citoyens connaissent la plateforme Embarque pour aller dessus l'utiliser. C'est un projet. En fait, il y a une démarche qui est en cours au niveau national qui percole dans chacune des régions. Ça a commencé avec les rendez-vous de l'énergie.
Et c'est devenu par notre propre énergie, ça dure depuis 2009. On a fait l'étude énergétique, on a fait un plan d'action, et dans ce plan d'action-là, une des actions la plus simples à implanter, c'était de favoriser le covoiturage. Donc, le CREL a fait une demande de subvention au Fonds d'action québécois pour le développement durable. On a eu des sous pour faire une plateforme comme ça. On a instauré 20 nouveaux stationnements incitatifs au covoiturage, donc c'est bien identifié. Donc, on se sent plus confortable à laisser notre auto dans un stationnement comme ça. En passant, les 6 MRC sont partenaires de ce projet-là, plus du tiers des municipalités. Il y en a ici dans la salle qui ont des stationnements incitatifs. Aussi sur la plateforme, si on clique sur sa municipalité, on a toutes les options de transport en commun qui sont disponibles. On a un lien direct vers la plateforme covoiturage.ca. Et il y a aussi les bornes électriques, les stationnements, mais chaque stationnement incitatif a un rack à vélo parce qu'on pense qu'on veut favoriser le transport actif aussi, que les gens puissent rencontrer la personne avec qui ils vont covoiturer, ils peuvent y aller à vélo. Et ce projet-là, il y a 5 ou 6 autres conseils régionaux de l'environnement qui reproduisent un projet similaire où finalement, ils vont juste changer les couleurs ou différentes. Dans le fond, ce qui est beau avec notre réseau, c'est qu'on s'échange nos expertises, nos bons coups. Et aussi, on se bonifie entre nous, parce que là, en ce moment, le CRE Estrie est en train de développer un agrégateur qui va faire en sorte que peu importe sur quelle plateforme on s'inscrit, Amigo Express, covoiturage.ca, des fois, il y a des offres sur Facebook, on va pouvoir mettre tout ça ensemble pour avoir le plus de chances d'avoir des jumelages. Donc, ce soir, si vous n'endormez pas après la conférence, allez vous inscrire sur le site du covoiturage, allez regarder notre plateforme qui va continuer d'aller en s'améliorant. Aussi, un petit truc, si vous vous inscrivez comme conducteur, allez voir les trajets des autres conducteurs, parce que la plateforme covoiturage.ca a fait des jumelages passagers-conducteurs. Donc, il peut y avoir 2 conducteurs qui s'inscrivent, donc ça vaut la peine de prendre un petit 5 minutes d'aller regarder les autres trajets. En mars dernier, on a tenu un forum sur la mobilité durable, où on avait des beaux exemples de trucs qui peuvent se faire. Et par la suite, on a eu un atelier et les acteurs de la région ont choisi le projet qui serait le plus porteur pour nous en termes de mobilité durable. On a appelé ça la mobilité durable Sam-Branche. Donc, ça commence très bientôt. On veut faire des événements dans chacune des 6 MRC, possiblement là, 2 au printemps cette année, 2 à l'automne, 2 le printemps suivant. Et lors de cet événement-là, on va travailler sur un plan régional de déploiement de l'électrification des transports. On va parler de... il va y avoir des essais de véhicules électriques en même temps lors de ces événements-là. Et ça vient aussi avec une campagne de sensibilisation et d'éducation sur la mobilité durable. Oui, sensibilisation générale dans les écoles, mais on va développer une boîte à outils où n'importe quelle entreprise, institution, municipalité qui veut amener des mesures soit en électrification ou en transport actif et collectif, ça va être vraiment un clé en main sur, OK, c'est quoi les ressources disponibles? Je veux-tu une borne électrique pour mes clients ou mes employés? OK, voici les subventions possibles. Donc, quand je dis on donne les moyens d'agir, bien, c'est ça. Et je vous en parle parce que je vais avoir besoin de gens qui participent à ça. Le Fonds vert, c'est une super bonne nouvelle qu'il soit revu et qu'on voit des résultats en termes de réduction de gaz à effet de serre. Mais le bout qui m'inquiète, moi, je suis une fille d'éducation relative à l'environnement et je le sais à quel point c'est efficace. Et il ne faut pas négliger cet aspect-là, même si ce n'est pas mesurable à court terme, les changements de comportement. L'éducation, elle est super importante pour amener le changement. Au niveau national, la démarche par notre propre énergie, on a aussi la plateforme Phare Climat. Et là, les municipalités, les entreprises, je vous invite à aller regarder ça. Il y a toutes sortes de super beaux exemples. C'est toutes des initiatives novatrices de lutte et d'adaptation au changement climatique. Et si vous en réalisez de ces initiatives-là, il faut nous le dire, il faut vous inscrire sur la plateforme parce qu'on veut faire rayonner les bons coups, on veut que vous puissiez vous inspirer entre vous également.
Et un bel exemple, des exemples de chez nous, je ne parlerai pas juste du CREL, on va parler de c'est sûr que là, je ne peux pas tout nommer les initiatives. Si vous êtes dans la salle, que vous en avez une bonne, puis je ne vous nomme pas, je suis désolée. Mais ici, on a la commission scolaire des affluents qui vient d'acquérir 14 autobus scolaires électriques. C'est la compagnie Keolis qui a acheté 14 autobus à l'entreprise Lyon, qui est québécoise. Donc, il y a 770 élèves qui, chaque année, vont parcourir 448 000 km au total, sans émissions de gaz à effet de serre. Personnellement, autour des écoles, quand on passe, c'est que les autobus sont en marche au ralenti, là, puis je pense à la pollution de l'air et à la santé un peu plus fragile des enfants. Je trouve que vraiment, ça serait une super bonne idée d'avoir le plus d'autobus électriques possible. Et c'est rentable à long terme. C'est l'investissement de base qui est plus coûteux, mais au bout de 10 ans, apparemment, selon Keolis et Lyon, c'est rentabilisé le coût d'investissement d'un autobus électrique. Et les coûts vont diminuer aussi avec le temps. Les initiatives municipales, on a Taxibus dans Dodautré, dans la MRC de Montcalm, où c'est plus efficace d'avoir des petits taxis qui, vu qu'il y a moins de gens dans les grands autobus. Fait que ça, c'est une belle solution. Le projet Sauvé, il y a aussi Autonomique qui fait des trucs similaires quand ils ne sont pas utilisés par leurs employés. Ils peuvent le louer aux citoyens. Sainte-Julienne a commencé. Finalement, pour l'instant, ils prêtent leur véhicule électrique juste aux employés. On a quand même un exemple dans notre région. Une autre initiative, je sais que la MRC de Joliette y a déjà songé, je ne sais pas si ça... Je pense qu'ils l'ont fait pendant une période donnée où le transport collectif était gratuit. Mais dans Beauharnois, ils l'ont mis gratuit pour tous les transports locaux et la fréquentation des autobus a augmenté de 40 % en un an. Les employeurs. Donc, moi-même, comme employeur, ben, mon CA l'a accepté, mais on offre une journée de télétravail par semaine. Comme ça, on est tous capables de garder nos liens ensemble, notre esprit d'équipe et tout ça. Mais il y a une journée par semaine où on peut travailler de la maison. Je peux vous dire, comme directrice, des fois, c'est beaucoup plus efficace. Si j'ai à rédiger, je suis beaucoup mieux concentrée. Je n'ai pas plein de demandes ou d'appels. Donc, je pense que ça serait un mythe de penser que ce n'est pas productif, le télétravail, quand on a des bons employés dévoués. Et c'est le cas quand on offre des mesures comme ça. Le télétravail, il y a une étude qui est sortie, là, il y a la référence dans le bas pour les détails, mais ça pourrait permettre de réduire de 214 millions de tonnes de gaz à effet de serre par année dans le monde. Les incitatifs au transport actif et collectif, avoir une douche, un abri pour les vélos. Vous allez avoir des employés mieux concentrés qui vont mieux performer parce qu'ils vont faire de l'exercice pour s'en venir au travail. Incitatif au transport collectif, ça peut être des cases de stationnement pour le covoiturage, avec 2-3 retours en taxi gratuit si ton covoitureur doit quitter pour une urgence. Donc, toutes des façons de rendre le geste simple. Et c'est super bénéfique parce que vous allez avoir des employés qui sont fiers de travailler chez vous, qui vont être motivés. Et donc, pour la rétention des employés, le recrutement, c'est des bonnes mesures. Efficacité énergétique, réduire d'abord, c'est clair. Éliminer le mazout. Je suis contente, c'est dans le plan d'action de Transition énergétique Québec. Ils veulent éliminer le mazout de tous les systèmes de chauffage et de production d'énergie des industries. Pour y arriver, ça prend des incitatifs financiers puis de la réglementation. La stratégie dans ce plan d'action-là, c'est, par exemple, pour Nova Climat, au début, c'était des subventions. Puis là, à un moment donné, bien, c'est devenu la norme, c'est devenu réglementé que les nouvelles maisons construites devraient respecter ce minimum d'isolation-là. Qu'est-ce que les municipalités, par exemple, pourraient faire comme réglementation, qui sont quand même assez simples? Actuellement, les mini-maisons ne sont pas acceptées partout. Ça, il peut y avoir des changements à ce niveau-là pour les permettre, du moins dans certains secteurs, parce que c'est vraiment une mesure de réduction à la source super intéressante en termes d'énergie et de ressources en général.
permettre que les maisons solaires passives puissent faire face au sud pour extraire le plus possible d'énergie du soleil. Il y a des réglementations qui nous demandent d'être vraiment longer la route. Incitatif financier, il y a des municipalités qui peuvent financer la géothermie au lieu que ça soit dans le prêt hypothécaire. C'est comme un prêt de la municipalité qui est dans l'hypothèque et qui permet de prolonger le coût sur toute la durée de vie de la maison au lieu que ça soit le propriétaire qui a construit, qui assume l'ensemble du coût qui est très onéreux au départ. Un super bel exemple, et ça fait longtemps que la commission scolaire des SAMAR a commencé ça. Maintenant, ils ont éliminé tout le mazout des écoles, 80% de moins de gaz naturel, et ils ont aussi amené beaucoup de mesures d'efficacité énergétique. Ils ont diminué leur consommation d'énergie de 40%, et ils ont réduit leurs émissions de gaz à effet de serre de 85%. L'agriculture. On est bon. On a 10 000 hectares sous régie biologique. OK? C'est 7 de la superficie agricole. La moyenne pour le Québec, c'est 2 Donc, on a plus que 3 fois plus de bio dans notre région que dans le reste du Québec en proportion. Le biologique, au niveau des GS, c'est intéressant. Ça, c'est une étude du ministère de l'Environnement qui est citée sous-bas. 2 fois moins de CO2 émis par hectare pour les cultures fourragères et 2,5 fois moins pour les cultures annuelles. Donc, il faut encourager le bio beaucoup plus que ça. Et aussi les autres mesures qui sont les bonnes pratiques environnementales. Le semi-direct sur couverture végétale permanente, ça c'est super intéressant. Vous voyez la photo ici, on laisse un couvert végétal qui enrichit, qui nourrit le sol, qui garde la santé du sol, puis qui lutte contre les mauvaises herbes. Donc, ça permet de réduire énormément l'usage de glyphosate, le Roundup, mais aussi, par exemple, dans le bio, au lieu d'aller 25 fois au champ, parce que dans le bio, il faut enlever les mauvaises herbes de façon mécanique, l'agriculteur, il va 3 fois. Donc, ça permet d'économiser du diesel. Il faut former les agriculteurs, les agronomes pour qu'ils deviennent bons, qu'ils deviennent à l'aise avec les meilleures pratiques pour l'environnement. Mais plus profondément que ça, là, je me souviens, ça m'a fait rire quand j'ai pensé qu'il faut réviser le modèle agricole actuel. Le modèle biologique, il a fait ses preuves, il fonctionne. Il est beaucoup mieux économiquement, socialement, pour l'environnement. Puis ça me fait penser à quand, en 2009, on parlait, essayons d'imaginer le Québec sans pétrole. On était comme les premiers, les CRE, à en parler. Et puis maintenant, tout le monde en parle. Et là, c'est vraiment Vicky Violette, là, c'est pas la représentante du RN qui parle, là, parce que on est en train de faire notre plateforme sur l'agriculture, décider ensemble de ça va être quoi nos positions sur le sujet. Donc, c'est vraiment moi, comme directrice du CREL, qui parle. Le principe du pollueur-payeur, il n'est pas appliqué. Je paye plus cher pour ne pas polluer en achetant ou en produisant bio. Et pourquoi c'est moins cher le pas bio? C'est parce qu'on ne paye pas pour les vrais coûts de ce mode agricole-là. On ne paye pas pour le traitement, les conséquences sur l'environnement, la pollution. Et c'est possible parce que tout l'argent qu'on investit actuellement dans le modèle industriel, on parle de l'écofiscalité, les assurances agricoles, stabilisation, souvent si tu n'es pas maïs soya ou il y a d'autres cadres plus typiques de l'agriculture, tu ne cadres pas, tu n'as pas accès à ça. Donc, il faut transférer ces sommes-là tranquillement pour financer le nouveau modèle qui, lui, parce que la commission Pronovo en 2008 était claire, là, notre agriculture s'en va vers un cul-de-sac, c'est pas juste environnemental, c'est économique aussi, puis la détresse des agriculteurs. Donc, il faut transformer ça, puis, ça va amener des diminutions de gaz à effet de serre avec les pratiques environnementales, puis l'agriculture plus humaine à plus petite échelle. Voilà. L'alimentation, manger moins de viande, acheter local, les circuits courts. On a des marchés de solidarité, on a un à Joliette, on a un à Brandon, on a 2 distributeurs de paniers bio où c'est pas suremballé comme à l'épicerie.
On a toutes sortes d'options. On a plein de boutiques où on peut acheter plus local. Réduction du gaspillage alimentaire. On parlait des sites d'enfouissement. Bien, c'est quoi qu'on envoie dans les sites d'enfouissement qui se transforment en méthane une fois décomposé en l'absence d'air? Bien, c'est la nourriture qu'on jette. Et puis, c'est pas juste la nourriture qu'on jette, c'est toute l'énergie que ça a pris pour produire cette nourriture-là et l'amener dans notre assiette. Il faut aussi... on est super fort dans le jardinage urbain, dans la Naudière en passant. Puis pas juste à cause des projets du CREL. Il y a toutes sortes d'organismes qui font de l'agriculture urbaine. Il faut continuer d'éduquer à l'agriculture, apprendre à savourer les aliments quand ils sont frais, à le cuisiner soi-même. C'est un réel plaisir, puis ça fait du bien à la planète. Au CREL, on a fait le projet Cultivons et mangeons local. On a fait 57 jardins avec 1700 personnes. On a formé 120 intervenants. Et ces projets-là, pour la majorité ou presque tous, ils continuent, sinon ils se sont agrandis. À Saint-Cuthbert, par exemple, ils ont fait un aménagement comestible autour. Ça les a inspirés de participer au projet. Il y a plein de... C'est intéressant, des fois, c'est des petits projets qu'on fait, là, mais ça grandit tout autour, ça change les mentalités. Donc, l'éducation, je reviens à l'importance de ça. Jardinons la santé, c'était 83 jardins dans les classes. Ça fonctionnait super bien. On avait des tomates, des concombres, des fraises en classe. Gestion des matières résiduelles pour améliorer nos performances. La solution, c'est l'éducation, c'est le nerf de la guerre pour faire changer les comportements et que les gens récupèrent comme il faut. Vous savez, ce qu'on met dans le bac bleu, les emballages, on paye pour son traitement quand on achète l'emballage. Fait que si on le met aux poubelles, on repaye pour son traitement via nos taxes municipales, parce que l'enfouissement, c'est via nos taxes municipales, mais la récupération, c'est Éco-Entreprise Québec qui finance, ça dépend des municipalités. Plus une municipalité est performante, plus elle reçoit un retour et une compensation. Donc, plus on récupère bien, plus on économise au final. Donc, au CREL, on offre au MRC. On l'a fait dans Matawini. Là, on est en train de faire Joliette. Bien, Joliette, on le fait à contrat pour la MRC de Joliette, selon eux, comment ils veulent l'animation. Mais dans la MRC de Dautré, Matawini, c'est nous qui avons développé cette façon-là où on revoit toute la façon dont c'est fait dans l'école. Parce que le souci de cohérence, il est super important. Si l'école le fait bien, l'enfant, il est encore plus fier de son école, puis il est encore plus motivé à faire le geste à la maison, à sensibiliser ses parents. Donc, ça, c'est vraiment une façon de faire qui a fait ses preuves, qu'on sait que ça fonctionne bien pour améliorer les taux, les performances d'une municipalité. On a fait aussi des brigades vertes pour 3 villes, dans la Naudière. Ça, c'est plus du porte-à-porte, parce que le contact de personne à personne, souvent, ça a beaucoup plus d'effet qu'un feuillet qu'on reçoit avec le bulletin municipal ou via la poste. Ça, c'est pas de notre région, mais ça serait à adopter dans notre région, à mon avis. Il y a eu un projet pilote, la ville de Beaconsfield, avec la collecte intelligente. C'est des puces dans le bac où le camion passe juste si le bac est mis au chemin. Et le citoyen, bien, il paye en fonction de ce qui est envoyé à l'enfouissement et il économise s'il récupère et qu'il envoie la matière organique dans le bac brun. Ça a permis de réduire de moitié le nombre de camions nécessaires pour la collecte, donc moins de gaz à effet de serre, et 78% des citoyens ont payé moins cher que l'année d'avant à cause qu'ils ont fait des efforts. Voilà pour les solutions. N'hésitez pas aussi d'en parler à vos employeurs, d'aller voir vos municipalités pour dire quel genre de projet vous aimeriez, puis à vous impliquer dans votre communauté. Merci beaucoup, Vicky. Très intéressant encore une fois.